Des surprises liées à l'héritage au coup du sort, découvrez 5 histoires passionnantes d'enfants qui ont négligé leurs parents âgés et qui ont dû faire face à des conséquences qui ont changé leur vie. Ces récits dévoilent les répercussions inattendues de l'abandon, des héritages perdus à la justice karmique, en dressant un tableau saisissant de ce qui se passe lorsque les devoirs familiaux sont délaissés. Dans la complexité des dynamiques familiales, le traitement des parents âgés écrit souvent les chapitres les plus révélateurs. Chaque histoire dévoile un scénario unique. 2 frères qui perdent leur héritage au profit de locataires en raison de leur négligence, une femme cupide qui regarde le dévouement de sa fille rester apparemment sans récompense, un fils dont la cupidité conduit à un bénéficiaire inattendu, la décision d'un autre fils, influencé par une partenaire, entraînant une disparition mystérieuse. Et des jumeaux dont l'indifférence conduit un concierge à hériter de la richesse de leur père. Découvrons ces contes qui mettent en lumière les conséquences de la négligence et les façons surprenantes dont le grand livre de la vie s'équilibre. 1. Mon frère et moi avons laissé notre mère âgée seule et avons découvert qu'elle avait laissé tout son héritage à ses locataires. En entrant dans le bureau de l'avocat, j'ai été choqué de voir 2 visages inconnus. Qui êtes-vous ? Ai-je demandé en fronçant les sourcils, en regardant la femme et sa fille. J'étais là avec mon frère, Walter, pour la lecture du testament de notre défunte mère Teresa. Notre père était assez riche, et nous avons grandi dans le privilège, une vie qui nous a préparés pour l'avenir. Walter et moi avons quitté la maison à 18 ans et n'avons jamais regardé en arrière. Même lorsque notre père est décédé, nous avons gardé nos distances avec notre mère. Elle se languissait de nos visites, mais nous étions trop pris par nos propres vies. En nous installant dans le bureau de M. Goldberg, nous avons appris que la femme, Grace, et sa fille, Catherine, avaient loué une partie de la maison de notre mère. Maman n'a jamais rien dit, se moqua Walter, agacé. Je me souviens que Catherine a marmonné quelque chose, mais Grace l'a rapidement réprimandée. S'impatientant, je me suis empressé de dire, peu importe. Asseyons-nous et finissons-en. Vous allez devoir vite déménager parce que nous allons vendre cette maison assez rapidement. J'ai jeté un coup d'œil à Walter, partageant un sourire. La maison valait beaucoup, et nous avions déjà un héritage considérable de notre père. Monsieur Goldberg a alors interrompu, Thomas, calmez-vous. Grace et Catherine font aussi partie du testament, et vous devez les respecter parce que votre mère leur accordait de l'importance. Ces paroles m'ont irrité, mais je me moquais éperdument de ce que notre mère appréciait. Le choc est venu lorsque l'avocat a fini de lire le testament. Notre mère nous avait laissé à Walter et à moi $1 chacun, et tout le reste allait à Grace et à Catherine. C'était une gifle, mais ce n'était pas tout. Teresa avait économisé chaque centime du loyer payé par Grace, avec l'intention que Catherine l'utilise pour l'université. Walter et moi étions furieux. Nous nous sommes levés de nos chaises et avons hurlé de colère, incapables de croire que notre mère puisse nous faire ça. Monsieur Goldberg nous a réprimandés, nous rappelant notre absence aux funérailles de notre mère et la façon dont Grace et Catherine avaient été là pour elle. Nous allons récupérer notre argent, a crié Walter pendant que nous sortions en trombe. J'ai jeté un coup d'œil dédaigneux en arrière, incapable de comprendre comment notre mère pouvait les choisir au détriment de ses propres fils. Mais j'ai essayé d'être civilisé le lendemain quand Grace et Catherine nous ont trouvés sur le pas de leur porte. Écoutez, nous ne sommes pas là pour nous battre.
nous voulons juste prendre quelques-unes de nos affaires, ai-je dit, espérant apaiser la tension. Grace nous a laissé entrer, bien qu'à contre-cœur. Une fois à l'étage, dans mon ancienne chambre, Walter et moi nous sommes rapprochés et avons chuchoté. Nous devons trouver des preuves que cette femme a menti à notre mère et l'a convaincue de changer son testament, ai-je suggéré. Mais à ce moment-là, nous avons trouvé une enveloppe qui nous était adressée par notre mère. Walter l'a lu à haute voix. Walter et moi nous sommes regardés en soupirant. Elle avait raison. Nous avons quitté la maison tranquillement après cela, en faisant un signe d'adieu à Grace. Je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment de culpabilité et de regret. Ainsi, chaque année, à l'occasion de l'anniversaire de la mort de notre mère, Walter et moi nous sommes rendus sur sa tombe, nous promettant silencieusement d'être meilleurs, de tirer les leçons de la dure leçon que notre mère nous a laissée dans son testament. Grace n'aurait peut-être pas compris notre changement de comportement, mais cette lettre nous avait ouvert les yeux sur la douleur que nous avions causée. C'était une dure leçon, mais nous en avions désespérément besoin. Ma fille a soigné sa grand-mère malade et a hérité de son vieux canapé. En entrant dans le bureau de l'avocat, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un sentiment d'impatience. Ma fille, Deborah, s'était occupée de ma mère, sa grand-mère, Tessa, pendant les dernières étapes de sa vie. Toute cette situation me semblait inutilement dramatique. J'ai toujours cru qu'il fallait être pragmatique et non pas trop sentimental. Tessa avait été un pilier pour Deborah pendant toute son enfance, contrairement à moi. On m'a souvent décrite comme une personne au cœur froid, mais je préfère me considérer comme réaliste. Lorsque ma mère a exprimé son souhait de mourir à la maison, Deborah n'a pas hésité à prendre un congé non payé de son travail et à s'installer dans la maison de Tessa avec ses enfants. Honnêtement, je ne voyais pas l'intérêt. Je n'avais pas vraiment les meilleures relations avec ma mère. Et malheureusement, ma fille et moi n'étions pas toujours du même avis. Surtout quand il s'agissait de Tessa. Ses jours étaient comptés, et le sacrifice de Deborah semblait excessif. Quant à moi, j'avais ma propre vie à apprécier. J'avais réservé une croisière mondiale de 3 mois et je n'avais pas l'intention de l'annuler. Pourquoi le ferais-je ? Deborah avait tout sous contrôle. Au cours des 4 mois suivants, Deborah s'est consacrée à sa grand-mère, répondant à ses moindres besoins. Elle semblait trouver de la joie à s'occuper de sa grand-mère comme s'il s'agissait de son propre enfant. Deborah m'a raconté qu'elle passait des heures à discuter, Tessa se remémorant son passé. Je lui ai dit à quel point je l'aimais, et je lui ai dit que tu l'aimais aussi, m'a dit Deborah une fois. Tout cela me paraissait excessivement sentimental. Puis, un soir, Tessa s'est éteinte paisiblement avec ma fille à ses côtés. Lorsque Deborah m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle, j'ai gardé mon air pratique. Je la verrai à la cérémonie, n'est-ce pas ? Ai-je répondu. J'étais plus concentré sur la logistique, l'organisation des funérailles, la succession et surtout l'héritage. Je me souviens que Deborah était fâchée contre moi. Comment peux-tu penser à cela dans un moment pareil ? Mais j'ai toujours cru qu'il fallait être pragmatique, pas émotif. J'ai rapidement organisé les funérailles et contacté l'avocat pour discuter du testament. J'avais hâte d'en savoir plus sur la succession, la maison, l'argent et les bijoux que ma grand-mère avait hérités de sa propre grand-mère. C'est ce qui comptait pour moi. Je ne me suis jamais soucié de ce que les autres pensaient de moi.
Mais dans le cabinet de l'avocat, la lecture du testament m'a surprise. Ma mère m'avait tout légué, à l'exception d'un vieux canapé qui était destiné à Déborah. J'étais satisfaite du résultat, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir un peu victorieuse. Oh, Déborah, ai-je dit en partant, si tu veux ce vieux canapé, tu ferais mieux de le prendre avant la fin de la semaine. Je vais mettre la maison sur le marché. Elle s'est contentée de me faire un signe de tête, et j'ai essayé d'ignorer ses yeux rougis. Déborah a fait venir un camion et a emporté le canapé. Je me souviens avoir pensé qu'il était ridicule qu'elle chérisse un meuble aussi usé. Pendant ce temps, je m'occupais de chercher les bijoux dans la maison de ma mère. J'étais convaincu qu'ils devaient être là quelque part. Mais mes recherches ont été vaines. J'ai mis la maison sens dessus-dessous mais je n'ai rien trouvé. J'étais loin de me douter que Déborah avait découvert un trésor caché dans ce stupide canapé, un sac en velours noir rempli de boîtes à bijoux et d'une enveloppe qui lui était adressée. Ma mère lui avait laissé un message sincère, je l'ai appris bien plus tard. Mais le pire, si est que ma fille ne tenait pas beaucoup à se montrer non plus. Alors que Déborah chérissait les souvenirs et le lien tangible avec sa grand-mère grâce aux bijoux, il ne me restait rien d'autre que les biens matériels de la succession. J'ai réalisé, peut-être trop tard, que mon sens pratique et mon indifférence m'avaient coûté plus que je ne l'avais jamais imaginé. Au fil du temps, j'ai remarqué le lien que Déborah partageait avec ses enfants, un lien qui rappelait celui qu'elle avait autrefois avec ma mère. C'était un lien que je n'avais jamais connu avec Déborah ou mes petits-enfants. Dans ma quête de l'aspect pratique, j'avais négligé la valeur des liens affectifs, le fait d'être là pour vos proches lorsqu'ils ont le plus besoin de vous. En fin de compte, j'avais la maison et l'argent, mais pas l'amour et le respect dont ma mère avait bénéficié de la part de ma fille. Mes petits-enfants ne m'ont jamais regardé avec la même affection que Déborah avait pour sa grand-mère. La prise de conscience a été une pilule amère à avaler. 3. J'ai vendu la maison de ma mère, et elle a tout laissé à un étranger. Je suis content que vous ayez pu venir, Jake, a dit M. Thompson en me serrant la main alors que j'étais assis en face de son bureau. J'étais anxieux, m'attendant à ce que le testament de ma mère soit direct, me laissant tout à moi. Alors, quel est le problème, monsieur Thompson ? Ai-je demandé, en me déplaçant mal à l'aise sur mon siège. J'espère que le testament sera assez simple, car je m'attends à ce que les biens de ma mère me reviennent. Monsieur Thompson a soupiré, me regardant avec un sérieux qui a immédiatement déclenché des alarmes dans ma tête. J'ai bien peur que ce ne soit pas le cas ici, Jake, a-t-il dit. Le testament de votre mère est tout à fait inhabituel. Et elle a exigé que vous en soyez informé. Quoi ? Qu'est-ce ce que vous voulez dire ? Demandai-je, mon corps se raidissant sous l'effet de la tension. Elle a décidé de léguer toute sa fortune à une fondation dédiée à la psychiatrie, faisant de Madame McKinsey l'administratrice de son argent, a expliqué M. Thompson en me montrant le testament. Je n'ai pas cru mes yeux. Vous vous moquez de moi ? Qui est cette Madame McKinsey ? Je n'ai jamais entendu ma mère la mentionner. Madame McKinsey est la fille de l'ancien voisin de votre mère et médecin dans un hôpital psychiatrique, a-t-il répondu, mais son explication n'a rien fait pour me calmer. Mon téléphone s'est mis à sonner, mais je l'ai ignoré, entièrement concentré sur l'absurdité de la situation.
Les appels ont continué jusqu'à ce qu'un message s'affiche sur l'écran: si vous ne remboursez pas l'argent dans les 72 heures, vous êtes mort. Le temps presse, perdant. Furieux, j'ai insulté l'avocat pour son incompétence et je suis sorti en trombe du bureau. Dans ma voiture, je me suis rapidement renseigné sur Madame McKinsey et j'ai découvert qu'elle était la neurologue en chef de l'hôpital psychiatrique de Denver. Je m'y suis rendu immédiatement. Je suis Jake, le fils de Rose, ai-je dit en serrant la main de Madame McKinsey plus fort que nécessaire. Oh, je vois. Je crois que je sais pourquoi vous êtes ici, Jake, a-t-elle acquiescé. Vous pouvez m'appeler Sarah. Eh bien, Sarah, je suis content que vous le sachiez, ai-je lancé avec sarcasme. Il est normal que la décision de votre mère vous mette en colère, commença-t-elle. Mais il faut que vous sachiez que vous avez un grand frère, Jake. Il est autiste. Votre mère voulait simplement s'assurer de son bien-être et de sa sécurité. De quoi parlez-vous? Je suis enfant unique. Je me suis exclamé avec incrédulité. Cela fait 25 ans que nous le soignons ici, poursuit Sarah. Depuis qu'il a accidentellement versé de l'eau brûlante sur vous alors que vous n'aviez qu'1 an. J'étais sous le choc, mais j'ai rapidement pensé à une solution. Je me fiche de ce que vous faites de lui, mais je veux la moitié de l'argent. Ma part, ai-je exigé. Désolé, Jake, mais si est-il impossible, a-t-elle répondu. Les fonds ont été affectés au traitement et au soutien de votre frère. Furieux, j'ai piqué une crise de colère, menaçant d'intenter une action en justice, avant de partir en trombe vers le parking. Je n'arrêtais pas de penser à la façon dont ma mère m'avait trahi. Elle savait que j'avais vendu sa maison, que je l'avais placée dans une maison de retraite et que je n'avais jamais regardé en arrière. Je m'agitais, me demandant quoi faire, mais si est-il alors que j'ai vu un homme examiner ma décapotable. Arnie conduisait cette voiture, a dit l'homme en se tournant vers moi. Tous les samedis, quand la mère d'Arnie lui rendait visite, elle lui faisait voir cette voiture. Comprenant qu'il parlait de ma mère, j'ai demandé, comment s'appelle la mère d'Arnie? La mère d'Arnie s'appelle Rose. Rose. Nous jouions aussi aux cartes. Il s'agissait de mon prétendu frère, et je me suis souvenu que certaines personnes autistes avaient un esprit brillant. Saisissant l'occasion, j'ai invité Arnie à sortir. Allons faire un tour en voiture. Ce sera amusant, ai-je dit en forçant un sourire. Nous sommes partis, et bientôt Sarah a appelé, furieuse que j'emmène Arnie. Je lui ai fait une proposition, je prendrai la garde d'Arnie et je recevrai tout l'argent. Elle a refusé, alors j'ai emmené Arnie au casino. Arnie, souviens-toi de ce dont nous avons parlé dans la voiture, lui ai-je chuchoté à la table de blackjack. Tu fais tes calculs, puis tu me dis tranquillement quel coup je dois faire. Nous avons gagné gros, mais les regards suspicieux des autres nous ont obligés à partir. Nous avons fêté cela dans un bar voisin, où une superbe femme nommée Samantha nous a rejoints depuis la table voisine. J'ai vu une opportunité et je lui ai proposé de l'argent pour passer la nuit avec Arnie. Plus tard, je me suis assoupi dans le couloir de l'hôtel, avant d'être réveillé par des cris provenant de leur chambre. En me précipitant à l'intérieur, j'ai vu un homme armé d'un fusil de chasse qui visait Arnie et Samantha. C'était intense, mais j'ai réussi à protéger Arnie, qui a fait une crise de panique.
Je l'ai calmé au bout de quelques minutes et j'ai regardé en arrière pour me rendre compte que Samantha et l'homme s'étaient enfuis avec nos gains. Arnie, ils ont tout pris, jusqu'au dernier centime, ai-je soupiré en me tirant les cheveux. Vaincu, j'ai ramené Arnie à l'hôpital, en m'apitoyant sur tout. Sarah s'est approchée de moi, me proposant son aide malgré tout ce que j'avais fait. Elle m'a donné un chèque, qui a suffi à me sauver la vie. Puis-je venir rendre visite à Arnie ? Ai-je demandé, réalisant à quel point j'avais voulu un frère. Quand vous voulez, m'a-t-elle répondu. Depuis, Arnie est la personne la plus importante de ma vie. 4. J'ai envoyé ma mère de 80 ans dans une maison de retraite. Des années plus tard, je ne l'ai pas retrouvée. J'ai été élevé par ma mère, Edith, après la mort de mon père alors que je n'avais que 4 ans. Elle était tout pour moi, et j'ai fait de mon mieux pour être là pour elle, comme elle l'avait toujours été pour moi. Mais j'ai rencontré Courtenay à l'université et tout a changé. Courtenay m'a convaincu d'aménager avec elle un mois seulement après notre rencontre. Nous avons utilisé nos économies provenant de nos emplois à temps partiel pour payer le loyer. Des années plus tard, alors que nous étions mariés, elle a commencé à me pousser à emménager avec maman. Son idée était d'économiser de l'argent pour acheter une maison plus grande. Mais elle disait aussi que ce serait mieux pour maman car nous pourrions mieux nous occuper d'elle. Je l'ai cru et, heureusement, ma mère a accepté. Les choses ont pris un tournant avec la naissance de notre fils, Liam. Courtenay a commencé à dépendre fortement de maman pour les tâches ménagères et le babysitting. Ma mère n'aimait pas la façon dont elle était traitée et se plaignait à moi, mais Courtenay parvenait toujours à retourner la situation, obligeant maman à s'excuser auprès d'elle. Au fur et à mesure que Liam grandissait, Courtenay trouvait qu'elle avait moins besoin de maman et commençait à me faire croire qu'elle était un fardeau. Elle a suggéré que maman serait mieux dans une maison de retraite. Au début, j'étais contre. Je ne pouvais pas supporter l'idée d'envoyer maman loin de moi. Mais lorsque Courtenay est tombée malade pendant sa deuxième grossesse et qu'elle en a rendu maman responsable, ma détermination a faibli. Henri, m'a dit Courtenay, je sais que tu aimes ta mère, mais le pire aurait pu arriver aujourd'hui. Si est bien que le médecin m'ait donné des médicaments. Je vais me rétablir, mais ta mère. Elle est dangereuse pour notre bébé. Ce n'était qu'une allergie, Courtenay. Tu as dû prendre quelque chose par erreur. Non, Henri, persista-t-elle. Je suis sûr que si est parce que ta mère. Eh bien, elle a planifié et préparé le déjeuner aujourd'hui, et juste après, je suis tombé malade. J'étais déchiré. J'aimais ma mère, mais je devais aussi penser à ma famille. J'ai donc pris une décision difficile. Maman, lui ai-je dit pendant le dîner, je me disais que comme tu es en fauteuil roulant et que je ne suis pas toujours là pour m'occuper de toi, une maison de retraite serait bien mieux pour toi. Il y aurait des gens pour s'occuper de toi là-bas, et oui, je pense que ce serait bien. Une maison de retraite ? Maman a murmuré, les larmes s'accumulant dans ses yeux. Mais Henri, je suis très bien ici. Je n'ai pas besoin de soins supplémentaires. Je peux me débrouiller toute seule. Non, maman, interrompis-je, tu ne comprends pas. Je dois t'envoyer. Nous n'avons pas d'autre choix. Si est ce qu'il y a de mieux pour moi, Courtenay et tous les autres. Fais tes valises d'ici demain matin.
Je te déposerai avant d'aller travailler. Je ne lui ai jamais rendu visite comme je l'avais promis. La vie saine et mêlée et j'étais préoccupé par mon nouvel enfant, Josh. Mais la vie m'a puni pour ce que j'ai fait. 5 ans plus tard, Courtenay m'a trompé, a pris notre deuxième bébé et a monté Liam contre moi. Alors, je suis allé au seul endroit auquel je pouvais penser. Mais maman n'était pas à la maison de retraite. On m'a dit qu'elle était partie il y a 2 ans pour être avec David, le concierge de la maison de retraite. Je l'ai trouvée dans un petit chalet, heureuse et amoureuse. J'ai craqué, m'excusant pour tout. Étonnamment, elle m'a pardonné. Elle m'a présenté à David et je l'ai remercié de s'être occupé d'elle. Finalement, j'ai acheté une maison à proximité et j'ai organisé un mariage pour eux à Miami. C'est là que j'ai rencontré Clara, qui aimait ma mère comme personne d'autre. Je n'ai compris qu'à ce moment-là qu'il ne faut pas abandonner les gens qui nous aiment. Mon ex-femme ne m'a jamais aimé. Elle s'est servie de moi. Mais je suis heureux qu'elle m'ait appris cette leçon. J'ai fini par obtenir à nouveau la garde partielle de mes enfants et j'en ai eu d'autres avec Clara. Elle a été la meilleure mère et la meilleure belle-mère du monde. Mais le mieux, c'est que je n'aille jamais douté de son amour et de son dévouement pour notre famille. 5. Mon frère et moi avons envoyé notre père dans une maison de retraite et avons découvert plus tard qu'il avait laissé son héritage au concierge. Être un jumeau a toujours signifié tout partager avec Carl, des jouets aux responsabilités. Mais quand il s'est agi de notre père, Bruce, partager ses soins est devenu un fardeau dont nous nous sommes lassés. À tour de rôle, nous accueillions papa pendant 6 mois chaque année. C'était un homme d'affaires à la retraite, riche et autrefois vif, mais l'âge avait fait son œuvre. Carl et moi avions toujours lorgné sur les affaires et le patrimoine de papa. Nous pensions que le fait de nous occuper de lui le convaincrait de tout nous léguer. Mais au lieu de cela, il a confié son empire à Patrick, son bras droit, qui pouvait tout contrôler. En termes d'aujourd'hui, Patrick serait appelé son réparateur. En d'autres termes, il était peut-être le consiglière de notre père. Pendant ce temps, Carl et moi étions relégués à de simples rôles de gestionnaires. Au début, nous avons accueilli papa chez nous après le décès de maman. Nous espérions nous montrer dignes de sa fortune. Mais vivre avec lui n'était pas ce à quoi nous nous attendions. Il critiquait tout et n'appréciait pas que nous soyons célibataires. De plus, nos demandes d'argent pour de nouvelles idées et des investissements étaient souvent accueillies avec scepticisme. De plus, papa n'était pas dupe. Il savait que nous voulions son argent, alors il a fait de Patrick son conservateur, nous coupant ainsi l'accès direct à sa fortune. Il nous a bien donné un compte pour nos dépenses, mais ce n'était pas grand-chose comparé à sa vraie valeur. Un jour, j'ai craqué. Papa, Carl et moi avons décidé de te placer dans une maison de retraite, lui ai-je dit sans embâche. Il était choqué et m'a demandé pourquoi, puisqu'il ne nous avait causé aucun problème. Carl a répondu en affirmant que c'était pour des raisons d'intimité et pour son bien-être. Mais en vérité, nous en avions juste assez de lui. Nous n'avons même pas pris la peine de trouver un endroit décent. La maison de retraite la moins chère faisait l'affaire. Après que papa a été emmené, j'ai essayé de me débarrasser de la culpabilité. Il avait été un bon père, mais nous n'aimions pas qu'il ne nous fasse pas confiance.
On m'a dit plus tard que dans cette maison de retraite, papa avait rencontré Steve, un concierge qui nous ressemblait étrangement. Papa a cru qu'il s'agissait d'une farce et a même appelé Steve par mon nom, Jerry. Steve n'était qu'un concierge, espérant nettoyer la chambre de papa. Mais il a été gentil et a prêté son téléphone à papa pour qu'il nous appelle. À ce moment-là, j'étais occupé. Je ne peux pas te parler maintenant. Je te parlerai une autre fois, ai-je dit en raccrochant. Papa a dû se sentir tellement isolé, mais j'étais trop absorbé par ma propre vie pour m'en préoccuper. Il s'est avéré que Steve et papa ont formé un lien que ni Carl ni moi n'avons découvert que bien plus tard. Ils partageaient des intérêts communs et Steve lui apportait souvent des repas faits maison. Mais papa n'a pas pris à la légère la ressemblance de Steve avec nous. Il avait un pressentiment à son sujet et a secrètement fait un test ADN avec l'aide de Patrick. Les résultats ont été stupéfiants, Steve était notre frère, un triplé dont nous n'avions jamais soupçonné l'existence. Mais papa n'a rien dit à Steve jusqu'à ce qu'on lui diagnostique une forme avancée de cancer. C'était son dernier jour, et Steve a apparemment pleuré. Ni Carl ni moi n'avons jamais vu ce côté de papa, celui qui pouvait nouer des liens si profonds en dehors de notre famille. En fait, il n'était même pas affectueux au sein de la famille. Lorsque papa est décédé, Carl et moi étions plus préoccupés par l'héritage. Nous ne savions toujours pas pour Steve. Nous nous sommes précipités chez l'avocat pour apprendre que nous ne figurions pas sur le testament. Bien sûr, nous avons confronté Patrick. Nous avons ensuite vu Steve pour la première fois à la maison de retraite, près du corps de papa. Il était notre portrait craché. Il nous a montré les résultats du test ADN qui révélaient qu'il était notre frère. Carl et moi étions incrédules. Malgré le lien de parenté évident, comment papa avait-il pu tout laisser à cet étranger ? Nous avons fait ce que nous pensions être dans notre intérêt, contester le testament. Mais l'affaire a été rejetée. Pendant ce temps, Steve est allé voir sa tante pour savoir ce qui s'était passé il y a 44 ans. Il s'est avéré qu'il était notre frère, enlevé à la naissance par une mère désespérée et un médecin trompeur. Malgré notre ressentiment initial, Steve a utilisé l'héritage de papa pour ouvrir des maisons de retraite en son honneur et en celui de sa mère adoptive. Il a même essayé de nous impliquer, faisant preuve de plus d'esprit de famille que nous n'avons jamais eu. Avec le recul, Carl et moi avons réalisé que notre obsession pour la richesse de papa nous avait fait perdre de vue ce qui comptait vraiment, la famille. Steve, le frère que nous ne savions pas que nous avions, nous a appris cela. En fin de compte, notre relation avec papa était imparfaite, mais grâce à Steve, nous avons appris ce qui était vraiment important dans la vie. Les mesures que nous prenons, ou que nous ne prenons pas, à l'égard de nos parents âgés ont de profondes répercussions. Chaque histoire nous rappelle brutalement que la négligence et l'indifférence peuvent avoir des conséquences imprévues, souvent sous la forme d'une justice poétique. L'héritage perdu au profit d'un voisin, une maison précieuse confiée à un gardien inattendu, et des legs laissés à des étrangers, ce sont des reflets de la vérité fondamentale de la vie. Nos actions, en particulier envers ceux qui se sont un jour occupés de nous, façonnent nos destins. Dites-nous ce que vous pensez de ces histoires et partagez-les avec vos amis.